Bonsoir. France 3 et France Bleu s'associent à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Premier débat ce soir, il concerne la 4e circonscription de la Vienne. À mes côtés pour vous interroger, William Giraud, journaliste à France Bleu Poitou. Bonsoir William. Bonsoir Naïd. Eh bien justement, avant de présenter nos invités, vous nous donnez quelques repères clés pour éclairer ce débat. Et on commence par le résultat du second tour de la présidentielle dans le département de la Vienne. 60% pour Emmanuel Macron, vous le voyez, ça s'affiche à votre écran, et 40% pour Marine Le Pen. Si on s'arrête dans la circonscription qui nous intéresse ce soir, le Nord-Vienne, eh bien c'est 51% pour Emmanuel Macron, 49% pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui gagne 8 points par rapport à son score de 2017 sur ce territoire. Lors des précédentes législatives, Nicolas Turquois, candidat MoDem soutenu par la majorité, l'avait emporté face à l'UDI Anne-Florence Bourrat. Il y avait eu 12 candidats pour le premier tour. Cette fois-ci, on en dénombre 9. Merci William pour ces chiffres clés. Voici donc nos invités. Nicolas Turquois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député donc sortant, MoDem. Vous représentez la majorité présidentielle et vous vous représentez pour un second mandat. C'est bien ça. Nous avons également donc Flavien Cartier à ma gauche. Vous avez 28 ans, contrôleur SNCF dans les TER de Nouvelle-Aquitaine, ancien ouvrier des fonderies du Poitou. Vous êtes socialiste et le candidat désigné par la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Solidaire. C'est ça. Alain Verdun, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le candidat Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes un ancien cadre du Rassemblement national dans la Vienne. Absolument. Ouais. Marion Latu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate du Rassemblement national, infirmière de profession en reconversion. Tout à fait. Vous avez été candidate aux dernières municipales à Châtellerault en 2020, puis aux départementales et aux régionales en 2021. C'est bien ça. Enfin, sur ce plateau, Patrice Villeray, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le candidat de Lutte ouvrière, ancien ouvrier ajusteur aux fonderies du Poitou jusqu'en 2018, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes régulièrement candidat donc, à tous les scrutins électoraux depuis quelques années maintenant. Et enfin, je vous laisse découvrir le reste et la liste complète des candidats dans cette 4e circonscription de la Vienne. Pour commencer ce premier débat, première question, Nicolas Turquois, elle est pour vous. L'hypothèse, vous le disiez, d'une victoire du Rassemblement national le 19 juin, est-elle toujours possible dans votre circonscription ? Il faut se mobiliser pour que ça ne soit pas le cas. Mais effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont voté. Pourquoi vous avez agité ce chiffon ? Pardon ? Pourquoi vous avez agité ce chiffon ? Parce qu'on voit quand même un certain nombre... Les scores de Marine Le Pen ont été importants au second tour des présidentielles. Je crois que c'est important de se mobiliser parce que profondément, je ne pense pas que ce territoire est un territoire du Front National. Je pense que c'est un territoire qui se pose un certain nombre de questions sur... les services publics, sur l'éloignement d'un certain nombre de choses, l'incompréhension de certaines politiques, donc il y a un travail à faire. Mais moi qui suis du loup du nez, qui a massivement voté dans certaines communes en faveur de Marine Le Pen, c'est un combat pour moi d'aller réconcilier les Français de ce territoire avec la politique nationale. Marine Latu, justement, vous faites vos meilleurs scores, près de 80% des communes du Loup-du-Nez et dans la partie nord de Châtellerault. Et pourtant, vous partez divisé sur le flanc de l'extrême droite, puisque vous serez notamment en face de M. Verdun pour Reconquête. Alors effectivement, il y a plusieurs partis. Donc il y a Reconquête, mais aussi les Patriotes, en sachant que nous, ce que nous proposons, ce n'est pas un programme d'extrême droite, mais un programme de rassemblement. Nous ne nous positionnons pas ni de droite ni de gauche. Nous nous positionnons simplement comme des défenseurs du localisme et des défenseurs Est-ce que vous regrettez, Marion Latu, qu'il y ait une division justement qui ne permette pas, puisque à l'instant vous venez d'entendre Nicolas Turquois qui dit que le Rassemblement, ou anciennement Front National, marque des points de scrutin en scrutin, puis finalement une occasion peut-être ratée cette année, non ? Marion Latu. Je ne dirais pas que c'est une occasion ratée. Les électeurs du Rassemblement national sont des électeurs qui sont fidèles. Donc je ne pense pas réellement qu'il pourrait y avoir vraiment de gros impacts entre ce qu'on pourrait appeler la division des voix. Nous croyons en notre programme et nous pensons qu'il pourra répondre aux attentes de plusieurs électeurs. Et pourquoi vous ne faites pas campagne ? Parce qu'on vous voit nulle part sur le terrain. Et pourtant, j'y suis. Aucune réunion publique. Ah si. Je vois mon collègue Flavien Cartier qui fait des réunions publiques, on se croise des fois, mais vous, on ne vous voit jamais. Pourtant, j'ai fait une réunion publique à Saint-Jean-de-Sauve le week-end dernier. Une seule depuis le début de la campagne. Alain Verdun, justement, est-ce que, pareil, même question, il n'y a pas une occasion de manquer
d'avoir un front commun sur... Non, alors pour parler de la réunion publique, j'en avais une hier soir à Loudun. Juste après M. Courtois. Voilà. Alors, vous n'avez pas réussi à vous entendre avec les Patriotes, hein? Non, si, vous savez, c'est pas une question évidemment de ne pas s'entendre avec les Patriotes, mais ça dépasse un petit peu l'entendement sur la vocation politique, évidemment, et de implanter un véritable programme, évidemment, de survie de la France. On disait souvent, à l'époque de quelques années, on avait la gauche la plus bête du monde. On disait, on a la droite la plus belle du monde. On va peut-être finir par dire qu'on a l'extrême droite la plus bête du monde, non? Alors, nous ne sommes pas du tout extrême droite. Vous savez, les extrêmes maintenant, c'est terminé. Voilà. Alors, je rejoins un petit peu, évidemment, sur la droite patriote. Je rejoins Mme Latu sur ce côté-là. Évidemment, nous sommes patriotes. Mais ne l'oublions pas quand même. C'est vrai que nous avons fait 7% au niveau national pendant l'élection présidentielle. Mais on n'a que 4 mois d'existence. 132 000 adhérents, ce qui n'est quand même pas mal. Donc, je pense que nous ne sommes pas, évidemment, au bout de la ligne, quoi. Flavien Cartier, vous allez avoir deux gros défis de taille. Ça va être combattre l'abstention et l'extrême droite. Et bien pour une fois, la gauche est unie. Donc d'habitude, on dit que la gauche est la plus bête du monde. Aujourd'hui, on est tous unis. Donc c'est une bonne chose. L'abstention, oui, il faut aller chercher les abstentionnistes. C'est une réalité, mais je pense que c'est pour nous tous le même problème. Et puis, combattre l'extrême droite, mais ça, c'est pas nouveau, mais il faut combattre aussi les autres candidats, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite, il faut arrêter Il n'y a pas d'extrême gauche. Je suis socialiste, je suis pas d'extrême gauche, Monsieur Verdun. Oui. Vous êtes d'extrême droite, par contre, c'est une certitude. Pas du tout. Mais autrement, ce que je veux dire, c'est que toujours parler d'extrême droite, c'est faire la pub de l'extrême droite. Vous dites que vous êtes sur une terre, d'abord, non pas de fachos, mais de fâchés. Oui, c'est totalement. C'est des gens qui sont fâchés, qui sont pas forcément fachos, qui votent pas forcément Marine Le Pen parce qu'ils sont racistes, mais qui sont en colère, qui se sentent oubliés. Et puis, 5 ans d'Emmanuel Macron, qui a méprisé une grande partie des Français, et ben ces gens-là se sentent oubliés. Moi, j'étais dans le nord du département la semaine dernière et encore avant-hier, et on se rend compte qu'il n'y a plus de service public, qu'il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus rien. Donc, je comprends ces gens-là, mais ils ne sont pas forcément racistes. Donc, il faut arrêter de dire qu'ils sont fachos, mais ils sont réellement fâchés. À travers les différents scrutins, les électeurs s'abstiennent ou votent à l'extrême droite. Patrice Villeray, du côté de Lutte ouvrière, on a l'impression que vous multipliez les campagnes, mais que pour l'instant, le discours, il n'imprime plus trop. Bon, vous savez, nous, on présente des candidats et des candidates qui sont issus du camp du travail, du camp des travailleurs, qui militent tout au long de l'année et pas simplement pendant les élections. On va vous poser la question différemment, Patrice Villeray. Ça vous fait pas mal au cœur, vous, l'ancien ouvrier, de voir effectivement peut-être des collègues à vous voter RN ou Reconquête? Bon, vous en connaissez aux fonderies, par exemple. Vous savez, aussi, on peut expliquer aussi le désappointement des travailleurs qui ont été trompés, y compris par les gouvernements divers qui se sont succédés, y compris les partis de gauche qui ont été au pouvoir et qui ont désorienté les travailleurs. Alors après, bien sûr... Qui finissent par voter extrême, ça ne vous dérange pas? Qui votent contre leurs ennemis, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Eh bien, nous, on dit que faudrait mieux qu'ils aient la conscience que le camp des travailleurs, il doit défendre sa politique. Il doit se défendre vis-à-vis des licenciements, vis-à-vis des bas salaires. Eh bien, comme l'ont fait les filles de chez Arco dernièrement, qui on va en parler, puisque le thème qui est essentiel dans cette émission, c'est l'emploi. Mais vous allez pouvoir effectivement nous dire ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème-là. Nicolas Turquois, justement, on évoquait les fonderies du Poitou. La fermeture des fonderies à Luz, c'est le 30 juin, visiblement. Est-ce que vous ne portez pas une part de responsabilité? Alors je dis on, pas forcément personnelle, mais collective. Je pense, pour être allé très très souvent aux fonderies, avoir rencontré les représentants syndicaux sur ce sujet-là, qu'il y a une politique d'accompagnement de ces très grandes entreprises qui doivent être en reconversion. Ça doit faire depuis 20 ans qu'il aurait fallu une reconversion progressive, parce qu'une entreprise de cette taille-là, c'était à peu près 900 salariés, encore en 2017, répartis entre les deux fonderies. Il faut du temps pour changer, participer. Il y avait un besoin sur la ligne. Il y en a eu du temps, Monsieur Turquois. Comment ça se fait que cette entreprise n'a pas eu de diversification, alors que vous-même, au cours des 5 dernières années, on a vu cette lente agonie concernant les fonderies? Il faut qu'il y ait des gens qui portent un projet. Là, par exemple, il y a eu encore des appels à candidature. Il n'y avait pas d'entrepreneurs qui étaient prêts à reprendre ces fonderies pour porter un projet de diversification. Et la fermeture, ça veut dire un échec, quelque part. Mais d'abord, c'est un drame pour les personnes qui
et à la Fonte qui ont été licenciés l'an passé, et à la LU qui vont quitter leur emploi en fin d'année. Mais c'est pour moi un drame de l'accompagnement de l'État. Et c'est des entreprises où il faut les accompagner sur 10 ou 15 ans. Et là, on est arrivé trop tard. Moi, je prends ma part de ce qui est sur quel modèle on donne. Il y a eu des modèles qui ont été donnés pour quitter les modèles, les voitures à moteur thermique. Il fallait... Pour toutes les entreprises concernées, ça participait des fonderies, mais il y a d'autres entreprises en France de sous-traitance. Il fallait les accompagner dans la durée pour aller vers... Visiblement, qui n'a pas été fait. Flavien Ancien Cartier fondeur. sur ces questions et Patrice Villeray, vous êtes tous les deux anciens fondeurs. Vous, finalement, les choses sont plus simples. Il y a une responsabilité de la part de ce gouvernement ou l'ancien. Ah mais bien sûr, enfin, je ne vais pas tout mettre sur le dos de M. Tourcoing, parce qu'il ne porte pas 100% des responsabilités, mais vous en portez une bonne partie, vous et votre gouvernement. Il est vrai que les gouvernements d'avant n'ont pas fait ce qu'il fallait non plus, je l'assume aussi là, sur ce point-là, mais vous resterez dans l'histoire comme le député qui a fait fermer les fonderies du Poitou. Et c'est triste de rester comme ça dans l'histoire de l'industrie châtelleraudnaise. Et pourtant, à l'aluminium, il y avait un vrai projet. Il y a quelque temps, vous disiez que les syndicats, c'était peut-être de leur faute si on est arrivé ici. Peut-être une erreur de parole, mais les syndicats avaient un vrai projet. Ils avaient un vrai projet pour sauver cette fonderie. Ils l'ont présenté à Bruno Le Maire, ils l'ont présenté à plusieurs personnes, il était chiffré. Il y avait un vrai projet pour sauver les fonderies. Certes, avec moins de personnel, mais la fonderie Alu devait être sauvée. Aujourd'hui, on est à quelques jours de la fin funèbre de ces fonderies, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un drame industriel pour la France, un drame industriel pour le territoire châtelleraudais, mais c'est un drame humain, M. Tourcoing. J'entends votre sujet, mais pour des anciens fondeurs, sur le parking des fonderies, je vous ai jamais vu. Je vous ai jamais vu. Moi, Il fallait... Vous êtes de mauvaise foi, M. Tourcoing, vous êtes de mauvaise foi. Il faut porter un projet. Il faut pas être juste dans il aurait fallu que. Vous ne pouvez pas dire On a fait- que Patrice et moi n'avons jamais été sur le piquet de grève, c'est faux, M. Vous Tourcoing. n'y ayez jamais été. Mais il y a un moment donné, C'est faux. il faut un projet, il faut un accompagnement en termes de formation, il faut un accompagnement en termes de fourniture de capitaux. C'est pas, il n'y a qu'un faucon, il faut porter un projet. Il y a qu'à Faucon. Écoutez, moi je vais vous dire une chose qui est très claire. Pour les travailleurs des fonderies, c'est un scandale. Hein. Renault annonce 15 000 suppressions d'emplois. Hein, et le gouvernement n'a rien à dire, comme il n'avait rien à dire à la fermeture de Villevorde. Il n'a rien à dire pour maintenir les emplois. Il aurait pu imposer à Renault de nous donner des productions. L'État est actionnaire de l'entreprise. Alors, venir dire que ça serait de la faute des syndicalistes, parce que je suis d'accord là sur cette affaire-là, hein, de dire que ça serait de la faute des syndicalistes que la boîte à ferme, c'est oublier assez vite quand même. J'ai jamais dit que c'était de la faute des syndicats. Si, vous l'avez dit. Non, j'ai dit. Ne dites pas ça. Le projet, quand il y a eu des projets de repreneurs. Oui, mais les projets, vous n'allez nous Les parler des projets projets. Moi, de je vais vous dire une repreneurs. chose. Vous Patrice Villeray. êtes le député du coin et vous avez fait en sorte de faire patienter les travailleurs, de leur dire qu'il ne fallait pas se battre, il ne fallait rien faire, il fallait attendre que vous travailliez au gouvernement, que vous aviez des liens avec le Patrice président de la Villeray, vous êtes République. en train de nous Et en dire fait, vous Nicolas n'avez rien Turcoing fait avait parce pas que ses vous êtes entrées. impuissant vis-à-vis du patron Alors de Renault justement, et de tous les patrons. Marion Lattu et Alain Verdun, est-ce que vous considérez que Nicolas Turcoing n'avait pas suffisamment ses entrées dans le gouvernement pour appuyer et faire sortir les fonderies Alu justement de cette fermeture annoncée? Je pense qu'au-delà de M. Turcoing, c'était vraiment au-dessus qu'il fallait que ça se joue. Il fallait que l'État soit stratège et qu'il soit vraiment un allié des fonderies. Au moment où l'État a décidé de ne plus faire de moteur diesel, on sait que les fonderies étaient surtout sur la mécanique de moteur diesel. Il aurait dû être là pour accompagner justement Mais vous cette savez que Renault a reconversion. touché par exemple des millions du fameux CICE. Vous savez ce que c'est le CICE? Oui, alors ce que j'aurais aimé, c'est que l'État, étant donné qu'il était aussi actionnaire de Renault, impose à Renault de se fournir chez les fonderies du Poitou et non pas en Allemagne ou en Espagne. Et 5 milliards pendant la polémique. Alain Verdun, justement, 36 millions d'euros en 2014 touchés au titre de ce CICE, de l'argent qui n'est pas allé à l'embauche, mais qui a servi à consolider les marges et la compétitivité à l'export. C'est un scandale? Alors oui, c'est quand même un scandale, parce que je pense qu'il faut... Le premier aspect, il faut d'abord, concernant les entreprises françaises, il faut lutter contre les délocalisations. Parce que c'est bien de toucher plein d'argent, mais à un moment donné, les délocalisations, évidemment, depuis une dizaine d'années, nous en souffrons. Donc, Qu'est-ce que vous proposez chez Reconquête, par exemple? mais écoutez, pour éviter les délocalisations, eh bien, je pense qu'évidemment, il faut mettre d'abord fin au dumping social.
Voilà. Ensuite, qui a été aussi provoqué par les directives européennes. Donc, qu'est-ce que l'on propose? Évidemment, c'est de relocaliser. Il faut relocaliser, il faut faire des exonérations fiscales pour les entreprises pendant plusieurs années, et c'est comme ça qu'on y arrivera et que l'emploi pourra redémarrer. Est-ce que vous avez vu que ça fait depuis 3 ans qu'on crée plus d'emplois industriels qu'on en détruit? C'était pas arrivé? Que le taux de chômage est au plus bas? Ce n'est pas dans la 4e circonscription. Monsieur Turquois, vous pouvez dire ça. Peut-être que nationalement, c'est vrai ce que vous dites, mais venir dire ça aux Châtelleraudais qui ont souffert de cette crise, de cette casse sociale, il y a eu Mécafi, il y a eu les Fonderies du Poitou, il y a eu Panavi par le passé. Panavi par le passé, avant vous, hein, mais ça fait plusieurs années que les usines ferment sur Châtellerault. Donc venir dire aux Châtelleraudais que ça va beaucoup mieux, alors que les Fonderies du Poitou, c'est 1000 emplois directs et quasiment 2000 indirects, on peut pas dire ça. Alors justement, il y a quand même une objectivité. En 2015, le chômage, il était de... Non, ça vous dit 10%. 10%. Il est aujourd'hui de combien dans le bassin Châtelleraudais? 8, 9. Alors, à savoir que les licenciés de Fonderies du Poitou, on ne rentre pas dans les chiffres du chômage aujourd'hui. Pas encore. Fin du semestre 2021. Historiquement bas en termes de chômage, toutes les entreprises du Châtelleraudais, et c'est pas pour minimiser les fonderies, parce que c'est un drame pour les fondeurs, mais toutes les entreprises du Châtelleraudais, y compris des services publics, ils ont un problème de recrutement, ils n'arrivent pas à recruter. Il faudrait peut-être recruter à un salaire qui soit digne, parce que recruter des gens à un salaire qui est bien trop bas pour vivre dignement, ça ne marche pas comme ça, monsieur Turquois. Il faut que les gens vivent de leur salaire, qu'aujourd'hui on ne vit plus avec un salaire en survie. Chômage, personne, depuis 30 ans, n'a fait baisser le chômage qu'on vient de nous le faire baisser. Le chômage des jeunes n'a pas été aussi bas depuis 40 ans. Oui, parce quand on sait qu'on rentre correctement, à peu près correctement dans la vie, alors on a une chance d'avoir un parcours de vie à peu près stabilisé. Quand on rentre en difficulté, en période de chômage, comme ça a été le cas après la crise des subprimes pour plus de 25% des jeunes, alors c'est une plaie qu'on traîne toute sa vie. Donc, monsieur Turquois, on a progressé sur ce illusionniste quand même, parce que c'est extraordinaire de dire que le chômage y baisse. C'est quoi qui baisse? Quand on voit l'augmentation de la précarité, de la pauvreté des gens, de la population, mais il faut y aller dans les quartiers, il faut discuter avec les gens, il faut les voir. On voit la situation qui se dégrade partout. On voit les gens qui sont dans la pauvreté, dans la misère. Et ça, c'est la réalité. Ce qui veut dire que les chiffres statistiques, vous les croyez pas? Non, mais les chiffres, c'est des chiffres. On fait des chiffres. On fait parler les chiffres comme on veut. Nous, ce qu'on voit, c'est la réalité sur le terrain. La misère qui s'installe profondément, les salaires qui baissent partout, la précarité qui augmente dans tous les services. Vous savez, tout à l'heure, j'étais à la manifestation du secteur social qui était juste devant le tribunal. Hein. Ils étaient là, ils discutaient. Le problème, ils n'ont pas touché le Ségur. Et ils disaient qu'ils voulaient 400 € d'augmentation. Mais bien sûr, ils ont raison de se battre pour ça. Ils ont raison parce que le secteur social, c'est le parent pauvre de la santé, de la situation actuelle. Et le gouvernement, justement, il fait des économies sur les secteurs qui sont utiles à la population. Justement, vous parlez de tout ce qui est social, Marion Lattu, vous qui avez été infirmière, c'est une réalité ce que dit M. Viret? Alors bien évidemment, c'est une réalité. Donc déjà, il y a les grands oubliés du Ségur, hein, donc toutes les professions paramédicales, médico-sociales dont on ne parle pas dans le Ségur. Lesquelles ? Par exemple, les éducateurs spécialisés qui interviennent dans le handicap. Ils ont été revalorisés. Là, ça a été acté. Tous les métiers au début, c'était revaloriser l'hôpital. Ça a été le Covid, c'était revaloriser l'hôpital. Après, il y a des professions qui ne rentraient pas dans le Ségur et qui aujourd'hui rentrent dans le Ségur. C'était l'hôpital. Et après, par un effet de bord, il y a eu les EHPAD, il y a eu les aides à domicile. Est-ce qu'on considère, quand on a regardé les choses, la convention collective des aides à domicile est datée de 1983. Leur salaire de base sur la convention collective était en dessous du SMIC. Et on a porté, donc il fallait qu'elles attendent 9 ans pour espérer avoir le SMIC d'un point de vue de la convention collective. On a augmenté de 180 €. Alors, vu de l'État, ça peut faire 180 €, ça peut être énorme. Vu de l'aide à domicile, 180 € en plus du SMIC, ça ne va pas aller chercher loin. Je l'entends. Le médico-social a été oublié depuis 30 ans. On a fait ce choix d'augmenter de 180. Certes, le chemin à faire est encore très important, mais on l'a fait, on l'a porté. Vous nous faites la transition. Justement, puisqu'on parlait de santé, Flavien Cartier, c'est ce que dit Nicolas Turquois. Vous considérez-vous d'ailleurs, il y a des événements qui sont une première d'ailleurs dans le pays châtelleraudais, des fermetures de services à l'hôpital, services cardio. C'est dramatique. Enfin, aujourd'hui, on se retrouve dans le Châtelleraudais, dans la 4e circonscription de la Vienne, avec un hôpital la deuxième ville du département. La deuxième ville du département, avec un hôpital qui est encore aujourd'hui un hôpital, mais demain, je suis très inquiet parce que c'est 0 cardiologue
Un cardiologue devait arriver au mois d'avril, on est le 1er juin, toujours pas de cardiologue. On apprend il y a quelques jours qu'il y a 10 fermetures de lits de gériatrie. Et l'hôpital de Loudun, si on peut appeler ça un hôpital, malheureusement, il n'y a plus d'urgence. Ça devient de plus en plus compliqué pour que les gens se soignent. Les gens du Loudunais doivent aller à Châtellerault, qui a une urgence, à Saumur, et s'il y a une grosse urgence, c'est l'hélicoptère comme à Poitiers. Ce n'est plus possible parce qu'en plus de ça, il y a des déserts médicaux, il n'y a plus de médecins dans nos territoires. Les gens, quand je vous dis que les gens sont abandonnés dans le Loudunais, dans le Nord-Vienne, c'est une réalité. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de services publics. C'est dramatique. La situation hospitalière, elle est tendue, et d'ailleurs pas que dans votre circonscription, à Montmorillon, on l'a vu Malheureusement. récemment. Marion Latu, qu'est-ce que vous proposez là-dessus pour essayer d'améliorer les choses ? Alors, il y a énormément de travail à faire. Donc, effectivement, il y a eu 180 € pour revaloriser les salaires. Pour beaucoup de catégories, ce n'est pas suffisant. Évidemment, il faudrait réintroduire tous les salariés, tous les infirmiers, les soignants qui ont été mis de côté. On finance comment Les non-vaccinés, vous voulez dire, c'est ça? Les non-vaccinés. 15 000 en France. Et donc, Alors, il 15 fallait 000. aller à l'hôpital et donc prendre un risque parce qu'on pouvait rencontrer des non-vaccinés et donc il y avait un risque plus important. La question de la vaccination, je trouve ça scandaleux, mais sincèrement. Allez, ou si alors je c'était peux le me vaccin permettre. Sputnik russe peut-être. On va laisser entendre À Marion partir Latu du moment- là-dessus. Allez-y. À partir du moment où les règles de distanciation sociale étaient appliquées, et elles le sont à l'hôpital évidemment par les soignants, puisque avant le vaccin, les soignants soignaient quand même. Je ne vois pas pourquoi les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner, alors que nous étions déjà dans une crise dans ce domaine-là au niveau de l'emploi, ont été mis de côté, ont été évincés des services. Patrice Villeray, est-ce que vous considérez que la fusion entre l'hôpital de Châtellerault et l'hôpital de Poitiers, ça a été une bonne chose? Ou pas? On Parce peut que finalement, pas constater que digéré de de la toute même façon, les femmes, par exemple aux urgences, elles sont à bout. Les services, comme on disait, en cardio, en gastro, ont fermé. Là, la fermeture des lits en gériatrie. Bon, les gens, ils sont à bout dans l'hôpital. Et il faudrait créer des emplois, énormément d'emplois pour gens. Vous savez, la nouvelle ministre, Brigitte Bourguignon, elle a dit ma feuille de route, c'est celle du président. C'est-à-dire qu'en gros, il prévoit la même politique de faire des économies sur la santé, de continuer la politique qui consiste à fermer des lits, à supprimer des postes d'infirmières, d'aides-soignantes et puis tout ça. C'est ça la réalité. Alors bien sûr, on nous enrobe les mots avec des grands discours et puis tout ça, mais la réalité, elle est là. Les personnels hospitaliers, ils le ressentent. C'est pour ça qu'ils protestent et qu'ils seront en grève le 14 à Châtellerault, le 14 juin à Châtellerault. Alain Verdun, sur ces questions-là, on va parler de fusion, l'hôpital de Châtellerault et de Loudun avec Châtellerault et Poitiers. Ce sont des questions évidemment extrêmement préoccupantes et puis ce sont surtout des réponses à apporter qui sont assez difficiles. Il faut... moi, je vais recentrer le débat, évidemment. Il faut se dire que la pandémie du Covid-19 elle a montré véritablement les failles de notre système de santé. Voilà. N'oublions pas qu'il y a eu... Une fois que le constat est fait, parce que le constat, maintenant, tout le fait. Mais depuis 15-20 ans, il y a eu 80 000 lits qui ont été supprimés. Il faut quand même le dire. Il faut le préciser. Mais il faut passer maintenant Je pense qu'il est temps de passer aux actes, c'est-à-dire il faut rendre à l'hôpital son efficacité. Et il faut rendre aussi à la médecine libérale son rôle historique. Rappelez-vous qu'autrefois, dans les années 60-70, il y avait beaucoup de médecins en pleine campagne. Il faut aussi... Oui, mais... le numerus clausus et il faut rendre aux malades... avoir trop peu de médecins. Il faut... Justement, il faut supprimer le numerus clausus. On l'a supprimé depuis 2018. Monsieur Turquois, non, depuis 2019 est-ce qu'il faut supprimer, arrêter la T2A, la tarification totalement. Je vais vous dire une chose, depuis 2019 et 2020, eh bien, le numerus clausus n'a pas du tout été supprimé, en partie, mais eh bien, je vais vous dire qu'en 2019-2020, vous aviez 52 252 inscrits et il n'y avait que 14 238 places. Donc, il y a ce qu'on appelle une saturation de la formation et on comprend que les universités ne peuvent pas, disons, accepter un potentiel important pour former. Mais c'est le rôle d'un gouvernement et c'est le rôle d'une politique sur la T2A, parce que c'est vrai que parfois... Je voudrais quand même revenir sur le point qui a été évoqué. On a supprimé le numerus clausus. Oui. Enfin, mais par contre, son Nicolas effet, Sarkozy, dont je ne partage pas la philosophie, en 2011, l'a augmenté. L'effet entre sa décision en 2011, le temps de prendre les professeurs supplémentaires pour former, d'élargir les salles de classe, si on peut dire, ils sont arrivés en 2021. Nous, en 2018, on supprime. Mais effectivement, il faut les locaux pour, il faut les professeurs pour, et
les premiers arriveront en 2028. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pense que c'est une volonté politique et il faut prendre cette volonté politique pour s'engager de telle façon. Deuxième sujet concernant on ne la négocie fusion, pas avec la santé. la fusion Poitiers-Châtellerault. Oui. S'il n'y avait pas eu ce rapprochement, il n'y aurait pas un urgentiste à Loudun, il n'y aurait pas un urgentiste à Montmorillon. C'est parce que les forces en présence d'urgentistes... C'est un épiphénomène. Alors, c'est extraordinaire. Les forces... Je voudrais finir mes phrases. Les urgences, ils étaient en grève avant la pandémie et ils sont toujours en bagarre parce qu'ils demandent les mêmes choses qu'avant la pandémie. Et c'est ça la réalité. Parce que... Mais c'est la des choix réalité, c'est qu'on manque de médecins. La réalité, c'est qu'on manque de médecins. Et si on regarde objectivement les plaques des médecins il manque des maçons, à l'hôpital, il manque des médecins, il manque des charpentiers, il manque des ouvrières pour faire un tas de trucs. Oui, parce que les salaires sont bas, parce qu'on ne peut pas donner à deux. Un mot également, là on a beaucoup parlé du désert médical, un mot quand même aussi sur le sentiment fort d'abandon, je pense, des concitoyens sur votre circonscription, ce sentiment d'abandon, peut-être un mot au Flavien Cartier, sur le fait qu'aujourd'hui on se sent délaissé. Alors ça peut être le désert médical, ça peut être aussi au niveau des services publics. Mais bien sûr, en fait, les gens dans cette circonscription... 3 espaces, je crois, France Services qui ont ouvert... L'Encloître, le Martin et Danger-Saint-Romain. Il y en a un dans ma commune, et j'en suis heureux qu'il y en ait un qui est ouvert dans ma commune. Mais c'est trop peu. Enfin, c'est très bien. Là-dessus, je peux pas dire l'inverse. Comment on fait pour la commune en bénéficie. Mais en fait, un médecin qui ne vient pas s'installer en milieu rural, il y a plusieurs raisons. Si dans cette commune, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, c'est des humains comme tout le monde. Moi, j'ai une question très simple pour prolonger ce que dit Nicolas Turquois. Les futurs médecins qui sortiront des études, il faut les obliger à venir dans le Châtelleraudais ? Les obliger, il faut... Non, mais est-ce qu'il faut les obliger ou pas, selon vous ? Il faut leur donner les moyens, surtout. Il faut leur donner les moyens de venir vivre à la campagne. Donc, il faut redynamiser la ruralité. C'est en ouvrant des commerces, c'est en arrêtant de fermer des écoles, en arrêtant de fermer des classes. Mais pas de manière autoritaire. Mais ce sont des humains, ils ont des familles. Ils ne vont pas venir d'un endroit où est-ce qu'il n'y a rien pour faire plaisir à tout le monde. Ces gens-là, ils veulent faire plaisir aux gens, mais ils veulent une vie à côté. C'est une question de salaire ou c'est une question, effectivement, d'environnement ? Je ne pense pas que ce soit vraiment une question de salaire. Alors on voit effectivement que les nouveaux médecins qui sortent de l'école ont plutôt envie d'aller ou dans les grandes villes ou dans les hôpitaux, puisqu'il y a un confort à cela, tout simplement parce qu'il y a des groupements de médecins ou alors des horaires qui sont parfois peut-être plus faciles que les médecins de campagne. Les maisons de santé, c'est une bonne chose. Les regroupements entre professionnels, c'est une bonne chose. Les maisons de santé, c'est une bonne chose, tout simplement parce que ça peut inciter un jeune médecin qui sort de l'école à venir s'installer en ruralité. Mais la maison de santé, elle ne doit pas être toute seule, elle doit être accompagnée d'une vie locale qui existe. Donc, on voit qu'il y a une forte concurrence et que parfois la maison de santé elle est construite et il n'y a pas les professionnels qui sont mais à l'intérieur. Mais c'est extraordinaire aussi parce que vous savez, le problème du confort des médecins, je veux bien. Mais le confort des patients, des gens qui ne peuvent pas se payer de mutuelle, dont la sécurité sociale ne rembourse pas les médicaments, qui sont dans les déserts médicaux, eux, c'est très inconfortable. Et les médecins, ils sont quand même payés par la sécurité sociale, par nos cotisations sociales. Donc il pourrait y avoir des règles qui font que tout le territoire il soit fourni de la même manière et que ce ne soit pas les endroits les plus riches qui ont le plus de taux Dernier mot en 10 secondes d'Alain Verdun sur ces questions. Je pense qu'il faut une incitation. Disons que les jeunes médecins puissent venir s'installer évidemment dans la ruralité. Et vous avez raison dans un sens, c'est que évidemment c'est la notion humaine qu'il faut prendre en compte. Mais pour les inciter à venir, tout d'abord, il faut donner ce qu'on appelle un coup de pouce, à leur donner la possibilité de s'installer dans la ruralité, leur donner les moyens. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai entendu comme quoi que les médecins vont plus se diriger évidemment pas pour des questions de confort, mais plus en urbanisation. Il faut aussi baisser la charge administrative parce que c'est 20 à 30% de leur temps de charge administrative à ces médecins. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre, tous les 5 d'y avoir participé, de débat de cette 4e circonscription de la Vienne. Merci à vous, William Giraud de France Bleu Poitou, pour votre collaboration. Vous pouvez voir ou revoir ce débat sur notre site internet na.france3.fr et tout de suite, vous restez avec nous. L'Ouest Soirée Débat continue avec la 5e circonscription de la Charente-Maritime.